si l'on m'avait prédit que cette nuit s'achèverait ainsi, moi, affaissé sur le parquet de mon studio mansardé sous les toits de Montmartre au cœur de la nuit, contemplant ma meilleure amie endormie sur mon canapé tout en remettant en question l'intégralité de ce que je croyais savoir sur nous. J'aurais éclaté de rire. Je n'étais même pas censé sortir. J'avais un dossier à rendre pour le lundi, un évier débordant de vaisselle, et absolument aucune envie de m'immiscer dans un bar bruyant au milieu d'inconnus. Mon plan était d'une simplicité enfantine, commander à dîner, regarder un film et sombrer dans le sommeil bien avant minuit. Un vendredi soir parfait dans sa banalité, le genre de soirée où cet ennui profond, ce spleen familier, devenait presque réconfortant. Mais mon téléphone vibra. Un message, laconique. Tu viens. Habille-toi, c'est Léa. Je fixai l'écran un instant, puis laissai mon regard errer dans mon appartement désert. L'écran noir de la télévision, les restes froids du dîner de la veille, cette symphonie silencieuse qui, peu à peu, ne ressemblait plus à de la paix, mais à un refuge où je m'efforçais de disparaître. Je m'habillai. Léa et moi étions inséparables depuis 6 ans. 6 années de conversations nocturnes, de décisions hasardeuses et de blagues absurdes dont nous seuls possédions la clé. Elle appartenait à cette catégorie rare d'êtres humains capables d'insuffler de la vie à n'importe quelle pièce simplement en y pénétrant. Elle était bruyante, de la plus belle des manières. Solaire, imprévisible, et d'une honnêteté si brutale qu'elle en devenait parfois douloureuse. Le genre d'ami dont on ne mesure l'immense privilège de la présence que lorsqu'on s'essaie, l'espace d'une seconde, à imaginer une existence sans elle. Nous nous étions rencontrés lors de notre 2e année d'université, parqués côte à côte dans un amphithéâtre poussiéreux pour une conférence interminable. Ni l'un ni l'autre ne désirait être là. Au beau milieu du calvaire, elle s'était penchée vers moi pour me murmurer, si ce type dit en conclusion et une fois de plus pour ensuite continuer à parler, je me lève et je m'en vais. Il le prononça encore 4 fois. Elle resta. Moi aussi. Et, par un mystère propre à cet après-midi stupide, nous étions devenus le genre d'amis qui répondent présents sans même qu'on le leur demande. Je l'avais aidé à déménager 2 fois. Elle m'avait dissuadé de démissionner sur un coup de tête. Nous avions traversé les ruptures amoureuses, les drames familiaux, et toutes les phases de doute intermédiaires. Elle était mon pilier, tout simplement. Et jamais, pas une seule seconde, je ne m'étais autorisé à l'envisager autrement. Le bistrot qu'elle avait choisi, situé au cœur du quartier du Marais, était bondé, traversé par une énergie électrique. La musique pulsait si fort qu'elle résonnait dans la cage thoracique avant même d'atteindre les tympans. Des lumières mouvantes baignaient la foule de teintes artificielles, et les corps étaient si proches les uns des autres que la notion d'espace personnel n'était plus qu'une abstraction. Léa était déjà là à mon arrivée. Accoudée au zinc, un verre à la main, elle portait un haut verre ajusté, ses cheveux relevés à la hâte laissant échapper quelques mèches cuivrées qui encadraient son visage. Elle m'aperçut à travers la marée humaine et pointa son doigt vers moi avec l'insistance de quelqu'un qui attendait depuis l'éternité. « Tu es en retard », lança-t-elle. « Tu avais dit 1 heure précise, je ne la dépasse que de quelques minutes. »« En retard ?» répéta-t-elle avec une gravité feinte. Je secouai la tête en souriant et commandai un verre. C'était là toute la magie de Léa. En l'espace de 2 minutes, j'avais déjà oublié mon dossier, la vaisselle sale, et la solitude pesante de mon studio sous les toits. Elle possédait ce don rare de vous arracher à vos pensées pour vous ancrer totalement dans l'instant présent. Exister à moitié n'était pas une option en sa présence, elle l'interdisait formellement. Nous discutâmes longuement au comptoir, portés par cette fluidité que nous avions toujours cultivée. Elle me raconta sa semaine épuisante au bureau, une histoire de projet sans cesse renvoyée avec de nouvelles annotations. Je lui parlais de ce collègue qui avait, pour la 3e fois de la semaine, fait réchauffer du poisson au micro-ondes de la salle de pause. « Tu dois lui dire quelque chose, » décréta-t-elle. « Ce n'est pas mon rôle. »« C'est absolument ton rôle. »« C'est le rôle de tout le monde. » J'éclatai de rire. Elle avait probablement raison. Aux alentours du 2e verre, elle m'entraîna vers la piste de danse. Je résistais. Elle balaya ma résistance d'un revers de main. C'était toujours ainsi. Je n'étais pas un danseur né, j'étais de ceux qui réfléchissaient trop à l'emplacement de leurs mains, me demandant si mes mouvements semblaient intentionnels ou simplement désespérés. Léa, elle, dansait comme elle vivait, avec une intensité solaire et un brin de chaos, se moquant éperdument du regard des autres. Elle tournoya, trébucha, s'agrippa à mon bras pour retrouver son équilibre,
puis rit de si bon cœur que je fus contaminé. Et, soudain, j'arrêtai de penser. Nous dansâmes de manière désastreuse et bruyante, et cela n'avait strictement aucune importance. C'est plus tard dans la nuit que je perçus le changement. 20 minutes auparavant, elle rayonnait, vibrante d'énergie, la personne la plus vivante de la pièce. Mais entre deux chansons, elle s'était éteinte. Elle était assise sur un tabouret en retrait de la piste, silencieuse, le regard perdu dans le vide, les paupières lourdes. Je m'approchai et m'accroupis pour être à sa hauteur. Et, dis-je doucement. Ça va? Elle cligna des yeux lentement et plongea son regard dans le mien. Ça tourne un peu. Ça tourne, répétai-je. La pièce, précisa-t-elle. Pas moi. C'était pourtant bien elle. Elle venait de heurter ce mur invisible, celui qui surgit violemment lorsque la fatigue et l'alcool vous rattrapent d'un seul coup. Je l'avais déjà vue ainsi, bien que rarement. D'ordinaire, Léa connaissait ses limites. Ce soir, elle avait mal calculé. D'accord, dis-je en me relevant. On y va. Elle ne protesta pas, ce qui m'indiqua avec certitude l'ampleur de son épuisement. L'extraire du bistrot fut une entreprise laborieuse. Elle s'arrêtait pour saluer des connaissances, tentait de récupérer sa veste sur le mauvais tabouret, et soutenait mordicus qu'elle allait parfaitement bien avant de manquer d'embrasser l'encadrement de la porte. Je rattrapai son bras au vol. Elle regarda la porte, puis moi. Je savais qu'elle était là, affirma-t-elle. Absolument, répondis-je. Dehors, l'air parisien était vif et mordant, un contraste saisissant avec la chaleur moite et le brouhaha du marais. Elle prit une profonde inspiration et s'appuya contre moi, laissant tomber sa tête sur mon épaule comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. Je la stabilisai d'une main. Le trajet en voiture fut silencieux. Recroquevillée dans le coin de la banquette arrière, elle finit par glisser, sans un mot, contre mon flanc. Sa main reposait négligemment sur mon bras, sa respiration s'était faite lente et régulière. Par la vitre, les lumières de Paris défilaient en de douces traînées dorées. Je baissai les yeux vers elle. Il y a quelque chose de profondément bouleversant à observer une personne dans un état d'abandon total. Plus de masque, plus de barrières. Juste un être qui s'en remet entièrement à vous, sans l'ombre d'une hésitation. Cette vision me heurta d'une manière inattendue. Je détournai le regard. Nous arrivâmes à mon immeuble. Je la guidai dans les escaliers étroits, franchis la porte de mon appartement, et la menai précautionneusement jusqu'au canapé. Elle s'y laissa tomber dans un soupir de soulagement, et je me dirigeai vers la petite cuisine pour lui chercher un verre d'eau. J'étais à mi-chemin lorsque sa voix m'atteignit. Basse, douce, étirée par le sommeil. Je voudrais que tu m'aimes de la façon dont je t'aime. Je m'arrêtai net. Je ne me retournai pas. Je restai pétrifié, figé au centre de ma propre cuisine, tandis que ces mots pulvérisaient et recomposaient chaque certitude que j'avais entretenue sur notre relation. Et le plus terrifiant, c'est qu'une infime part de moi l'avait toujours su. Avant même que je ne trouve la force de faire volte-face, elle dormait. Lorsque je revins près du canapé, le verre d'eau à la main, ses yeux étaient clos, sa poitrine se soulevait au rythme d'une respiration paisible. Elle semblait flotter dans une quiétude absolue, comme si elle ne venait pas de prononcer la phrase exacte qui allait me tenir éveillé jusqu'à l'aube. Je posai le verre sur la table basse, m'assis à même le sol, et n'en bougeai plus. Le studio était d'un silence sépulcral, seulement troublé par le roulement lointain et sporadique d'une voiture dans les rues de Montmartre. Je n'allumai aucune lumière. Je ne touchai pas à mon téléphone. Le dos appuyé contre le canapé, assez proche pour entendre son souffle, je laissai ces mots s'infiltrer en moi, avec la même brutalité qu'une eau glacée but trop rapidement. Je voudrais que tu m'aimes de la façon dont je t'aime. Quelques mots soufflés par une femme à demi endormie, les défenses entièrement abaissées. Le propre de telles paroles, c'est qu'elles ne se contentent pas de résonner à vos oreilles, elles se propagent. Elles s'insinuent dans ces recoins de l'esprit que vous aviez sciemment négligés. Et une fois installées, elles exigent des réponses que vous ne possédez pas. Depuis quand ressentait-elle cela? Avait-elle tenté de me le faire comprendre par des gestes infimes que j'avais stupidement ignorés? Ou portait-elle ce fardeau en silence depuis des années, si minutieusement enfoui que je n'avais jamais rien soupçonné? Je passai en revue 6 années de souvenirs, semblables à un clerc cherchant une erreur dans un acte lu 100 fois et toujours présumé irréprochable. Chaque café partagé, chaque appel au cœur de la nuit,
chaque fois qu'elle était apparue sur le pas de ma porte à l'improviste pour me sauver de mon propre spleen. J'avais étiqueté tout cela sous le sceau de l'amitié. Je n'étais désormais plus certain que ce fût la stricte vérité. Je ne dormis pas une seule seconde. Lorsque le ciel au-delà de ma lucarne passa de l'encre noire à ce gris laiteux, cette lueur bleue qui précède l'aube parisienne, je m'étais traîné du sol jusqu'au fauteuil de l'autre côté de la pièce. Mon dos me faisait souffrir. Mes pensées hurlaient avec une ferveur que je n'avais pas connue depuis des années. Léa dormait toujours sur le canapé, un bras replié sous sa tête. Sa veste la recouvrait, une couverture improvisée que j'avais dû draper sur elle à un moment de la nuit, par pur instinct. Je l'observais, traversé par un sentiment auquel je ne savais quel nom donner. Ce n'était pas exactement de la culpabilité, ni tout à fait du désir, mais un vertige logé entre les deux, un poids lourd et insoluble au creux de ma poitrine. Elle s'éveilla avec une lenteur coutumière, traversant les strates du sommeil. Un murmure d'abord, un étirement, un œil qui s'ouvre puis se referme, avant que les deux ne fixent le plafond, affichant cette expression caractéristique de l'esprit qui tente de reconstituer sa géographie. Elle se redressa, balaya le studio du regard, puis l'arrêta sur moi. « Pourquoi es-tu assis comme ça ?» demanda-t-elle. « Comme quoi ?»« Comme si tu n'avais pas bougé depuis 6 heures. » Je n'avais pas bougé depuis 6 heures. J'ai dormi dans le fauteuil, mentis-je. Elle plissa les yeux, méfiante, mais la migraine eut raison de ses soupçons, elle pressa 2 doigts contre ses tempes, abandonnant l'enquête pour gérer la douleur. « De l'eau, proposai-je. Je t'en supplie. » Je lui tendis le verre resté sur la table basse. Elle le vida presque d'un trait, puis se recroquevilla, ramenant ses genoux contre sa poitrine, arborant l'air légèrement penaud de celle qui reconstitue une soirée dont elle n'est pas particulièrement fière. « J'étais affreuse à quel point ?» demanda-t-elle. « Tu as assuré à l'encadrement d'une porte que tu l'avais vue. » Elle ferma les yeux en gémissant. « Super. Tu allais très bien, la rassurai-je. Tu as juste heurté le mur d'un coup. » Elle acquiesça lentement. Un silence s'installa. J'ouvris la bouche. Je la refermai. C'était l'instant charnière. Je le savais avec une clarté aveuglante. Le studio était baigné de lumière froide. Elle était là, vulnérable. Et ces mots flottaient encore entre nous, dotés d'une masse presque tangible. Il suffisait de poser la question. « Te souviens-tu de ce que tu as dit cette nuit ?» C'était si peu de mots. Mais je la regardais, le teint pâle, frottant ses tempes, vêtue de ses vêtements de la veille, si sincèrement exposée dans la tranquillité de cette matinée parisienne, et quelque chose se verrouilla en moi. La peur. Pure et paralysante. Car si je posais la question et qu'elle assumait chaque syllabe, notre relation basculerait dans un territoire inconnu que je ne savais pas comment arpenter. Et si, à l'inverse, elle n'en gardait aucun souvenir ou prétendait que c'était une divagation éthylique, j'aurais irrémédiablement brisé la candeur de ce matin. Dans les 2 cas, j'étais au bord d'un précipice, sur le point de perdre mon repère. Alors, je reculai. Je me tus. Et, en un battement de cils, la fenêtre d'opportunité se referma. Elle partit en fin de matinée. Nous déjeunâmes d'abord. Des tartines, du café noir, rien de complexe. Nous parlâmes de futilité, d'un film à l'affiche, d'un marché aux puces qu'elle voulait arpenter. Elle emprunta un élastique dans un tiroir dont elle connaissait l'emplacement mieux que moi, dompta la rébellion cuivrée de sa chevelure et attrapa sa veste. Sur le seuil, elle s'arrêta et posa son regard sur moi. L'espace d'une fraction de seconde, une ombre traversa son visage. Pas une expression complète, plutôt l'esquisse d'une émotion qu'elle choisit de refouler immédiatement. « Merci de m'avoir ramené, dit-elle. »« Toujours, répondis-je. » Elle sourit et disparut dans l'escalier. Je restai planté devant la porte close pendant une éternité avant de trouver la force de bouger. Les jours qui suivirent furent empreints d'une étrangeté que je peinais à m'expliquer. En apparence, le monde tournait rond. Nos échanges de messages conservaient leur rythme habituel. Elle m'envoya une note vocale pour pester contre une réunion qui aurait dû être un email, je lui envoyai une photo du scandale du micro-ondes, à quoi elle répondit, agis immédiatement. Mais sous le vernis de la banalité, tout avait muté en moi. Je me mis à scruter des détails que j'avais depuis longtemps cessé de voir, ou que je m'étais interdit de regarder. La fulgurance de ses réponses lorsque je lui écrivais, même sachant son emploi du temps surchargé. La manière dont ses récits,
quel qu'en soit le sujet, finissait inlassablement par graviter autour de mon opinion, comme si ma seule réaction justifiait l'existence de l'anecdote. Des détails infimes, de ceux que l'on balaie facilement d'un revers de main quand on est résolu à s'aveugler. J'avais pratiqué cet aveuglement pendant des années. Je cessais de le faire. Puis, au crépuscule d'un mercredi, elle m'appela. Je décrochai à la deuxième sonnerie. « Allô » dit-elle. « Salut. » Immédiatement, le timbre de sa voix me frappa. Il y avait une légèreté nouvelle, une clarté absente la semaine précédente. « Tu as l'air joyeuse. »« J'ai recroisé quelqu'un, » dit-elle. J'attendis. « Il s'appelle Hugo. Nous travaillions dans le même immeuble il y a quelques années. Nous avons pris un café aujourd'hui et c'était, je ne sais pas, d'une fluidité déconcertante. Tu sais, quand une conversation coule de source, sans qu'aucun de vous n'ait à forcer le trait. Je savais exactement ce que cela faisait. Je vivais, à cet instant précis, l'expérience diamétralement opposée. C'est une excellente nouvelle, dis-je. Je crois qu'il me plaît vraiment, avoua-t-elle, et je pouvais entendre son sourire s'étirer à l'autre bout du fil. Alors tu devrais le revoir, déclarai-je. Et je le pensais. Et je haïssais le fait de le penser. Au fil des semaines, le prénom de Hugo devint un refrain constant. Il était attentionné. Apparemment, il arrivait à l'heure. Il la faisait rire avec des choses qu'elle ne pensait pas drôles. J'écoutais tout cela. J'émettais les bons sons au bon moment. Je posais ces questions de relance qui simulent l'attention d'un ami dévoué. Et à chaque fois que son nom effleurait l'air, une douleur aiguë et sournoise vrillait ma poitrine, comme un doigt pressant accidentellement une meurtrissure oubliée. J'avais attendu trop longtemps. J'étais resté pétrifié dans ma cuisine, laissant ces quelques mots d'amour se dissoudre dans l'air. Et je n'en avais rien fait. Ni cette nuit-là, ni le lendemain matin, ni aucun des jours qui avaient précédé cet appel téléphonique. À présent, j'étais relégué à la périphérie de l'histoire, la regardant avancer avec certitude vers un autre homme. La jalousie était déjà une torture, mais le pire restait la lucidité cruelle de savoir que j'étais l'unique artisan de mon malheur. J'avais disposé du temps nécessaire pour modifier le cours des choses. Je n'avais simplement pas mesuré l'importance de mon choix avant que la porte ne me claque au nez. Personne ne vous prépare à la souffrance singulière d'observer la personne que vous aimez en choisir une autre. Non pas par manque de sentiments, mais parce que vous avez trop tardé à lui fournir une raison de vous choisir, vous. Il n'y a pas d'éclaircissement dramatique, de symphonie tragique. Juste la banalité d'un mardi soir, un prénom nouveau prononcé avec une inflexion inédite, et le basculement irréversible de votre monde intérieur. Léa fréquentait Hugo depuis plusieurs semaines lorsqu'elle insista pour me le présenter. Pas un croisement fortuit à une terrasse, non. Elle m'avait appelé, usant de ce ton solennel qu'elle réservait aux choses cruciales, exigeant une rencontre en bonne et due forme. Pourquoi tant de formalités, m'étais-je enquis. Parce que tu comptes pour moi, avait-elle répondu. Et lui aussi. Je refuse que vous vous serriez la main pour passer à autre chose. Je veux que vous vous parliez. J'acceptais. Je me persuadais que j'agissais en ami noble et désintéressé. La vérité était bien plus lâche, refuser m'aurait contraint à m'expliquer, et je n'étais nullement armé pour cette bataille. Elle avait réservé dans une brasserie chic aux lumières tamisées près de Saint-Germain-des-Prés, le genre d'établissement où les tables sont si rapprochées que l'intimité des voisins devient la vôtre. Des appliques diffusant une lumière dorée, une musique feutrée que personne ne remarquait. Le décor idéal pour conférer de la gravité à l'instant. Arrivé le premier, je m'octroyais la banquette face à l'entrée. Je les observais franchir le seuil. Hugo était plus grand que je ne l'avais imaginé. D'une élégance naturelle, celle qui ne trahit aucun effort, il se mouvait avec cette assurance sereine qui n'a pas besoin de s'annoncer, elle s'impose d'elle-même dans l'espace. Il murmura quelque chose à l'oreille de Léa avant d'atteindre la table. Elle s'esclaffa. Son vrai rire, plein et sincère, pas la version édulcorée de politesse. J'avais passé 6 ans à être le seul pourvoyeur de ce rire. Il me serra la main, me gratifiant d'un vouvoiement de rigueur. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'ose espérer, répliquai-je. Uniquement des éloges, affirma-t-il, avec une sincérité désarmante. D'une certaine manière, cela rendait l'épreuve encore plus insoutenable. La première partie du dîner se déroula sans accroc.
Nous naviguâmes sur les eaux clémentes des sujets futiles, le travail, l'évolution du quartier, la nouvelle exposition dont tout Paris parlait. Hugo était perspicace et posé. Il pratiquait l'art difficile de l'écoute véritable, assimilant vos propos plutôt que de préparer mentalement sa réplique. Dans un autre univers, je l'aurais probablement apprécié sans réserve. Mais cet univers-là n'était pas le nôtre. Léa, assise entre nous, orchestrait les échanges. Elle se tournait vers lui, puis vers moi, s'épuisant à maintenir un équilibre précaire. Elle déployait ses tics nerveux qui la trahissaient lorsque l'enjeu l'écrasait, un contact visuel maintenu une fraction de seconde de trop, un rire légèrement anticipé, le besoin compulsif de remplir son verre d'eau pourtant plein. Je ne l'avais jamais vue nerveuse en ma présence. Ce constat se logea dans ma gorge comme une écharde. Ce fut entre le plat principal et la suite que la soirée bascula. Léa racontait une épopée vieille de 3 ans, un périple en voiture où mon refus obstiné de faire confiance au GPS nous avait coûté 2 heures de jour. L'anecdote était savoureuse, elle la contait avec brio, et Hugo riait à point nommé. Puis, elle ajouta une remarque sur ma façon de toujours rattraper les situations désespérées, sur le fait que j'étais l'incarnation de la fiabilité. Elle le présenta comme un compliment, et le pensait sincèrement. Mais sous le vernis de la flatterie, je perçus tout autre chose. En croisant son regard, je vis une émotion fugace, presque imperceptible, aussitôt barricadée. Comme une porte entr'ouverte claquée violemment avant que l'on ne puisse distinguer ce qui s'y cache. « Te souviens-tu de ce vendredi, il y a quelques semaines » dis-je soudain. Elle tourna lentement la tête vers moi. « Quel vendredi ?» Le bistrot du Marais. Quand je t'ai ramené chez moi. Un silence de plomb s'abattit. Hugo balaya nos deux visages du regard, mû par la curiosité polie de celui à qui il manque une pièce du puzzle plutôt que par l'instinct d'un danger imminent. « Je m'en souviens, » dit Léa. Sa voix était chargée d'une prudence inhabituelle. « Te souviens-tu de ce que tu as dit ?» À notre table, le temps se figea. Pas dans la brasserie, la vie bourgeoise de Saint-Germain continuait son cours. Le tintement de l'argenterie, les éclats de voix voisins, la musique suave. Mais sous le halo de notre lampe, tout s'était arrêté. « Ne fais pas ça, » murmura-t-elle, d'une voix blanche. 6 années de complicité me permettaient de décrypter cet avertissement. Ce n'était pas un déni. C'était de la terreur travestie en mise en garde. J'avais appris à faire la différence. Tu m'as dit que tu m'aimais, lâchez-je. Je n'avais pas planifié cette déflagration. Ou peut-être que mon inconscient l'échafaudait depuis des semaines. Quoi qu'il en soit, les mots étaient lâchés, exposés au centre de la table, impossible à ravaler. Hugo posa délicatement sa fourchette. Léa se figea. J'avais trop bu, balbutia-t-elle. Je ne savais pas ce que je disais. Tes mains tremblent, lui fis-je remarquer. Elle baissa les yeux vers ses doigts, puis les plaqua fermement contre la nappe, comme pour retenir le monde de s'effondrer. C'est d'une cruauté sans nom, souffla-t-elle. Je le sais bien, admis-je. Je suis désolée, mais j'ai besoin que tu le répètes. Regarde-moi dans les yeux et jure-moi que tu ne le pensais pas. Elle entr'ouvrit les lèvres. Aucun son ne franchit la barrière de ses dents. Hugo se leva avec une lenteur majestueuse. Ni éclat de voix, ni colère ostentatoire. Juste la gestuelle mesurée et patricienne d'un homme qui avait parfaitement saisi la nature du drame qui se jouait. Il décrocha son manteau du dossier de la chaise. « Je vais vous laisser régler cela », déclara-t-il sobrement. Il se dirigea vers la sortie de la brasserie et ne reparut pas. Durant une longue minute, ni elle ni moi ne prîmes la parole. La musique continuait sa ritournelle. Un client à la table voisine éclata de rire. La lumière au-dessus de nous vacilla avant de se stabiliser. Elle me regarda. Pour la première fois de la soirée, elle avait abandonné tout contrôle. Fini la présentation soignée, l'équilibre de façade. Son visage m'était offert dans toute sa crudité, épuisé, ravagé par le poids d'un secret qu'elle portait depuis bien plus longtemps que cette simple nuit. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix sépulcrale. « De toutes les nuits possibles, pourquoi celle-ci ?» Parce que j'ai attendu le moment opportun. Et que j'ai fini par comprendre qu'il n'arriverait jamais. Tu as trop attendu, cingla-t-elle, sa voix se brisant sur la dernière syllabe. Je le sais.
Je suis passé à autre chose. Je soutins son regard, inébranlable. Vraiment? Le silence qui s'ensuivit fut d'une toute autre nature que les précédents. Plus lourd, plus pur. Elle détourna les yeux la première. Par-delà les baies vitrées, le boulevard Saint-Germain poursuivait sa ronde incessante. Des phares filants, des promeneurs indifférents. La ville se moquait éperdument du cataclysme qui secouait cette petite table parisienne. « Je t'aime », dis-je. J'aurais dû te le dire la nuit où je t'ai ramené dans mon studio. J'aurais dû te le dire à l'aube, au milieu des tasses de café, ou n'importe quel jour avant que tu ne me parles de lui. J'avais le temps. Et je l'ai dilapidé parce que j'étais terrorisée par le prix à payer si je l'avouais à voix haute. Je le sais. Mais je te le dis maintenant. Je t'aime. Je t'ai aimé bien avant d'en avoir conscience, et seule la lâcheté me barrait la route. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Tu n'as pas le droit de me faire ça, chuchota-t-elle. Je sais. Elle repoussa violemment sa chaise, se leva, attrapa sa veste et quitta la brasserie sans un regard en arrière. Je restai seule, face à 2 assiettes à peine entamées. Un instant plus tard, le serveur s'approcha, feutré, demandant si tout s'était bien passé. L'addition, s'il vous plaît, dis-je simplement. Les jours de silence imposés par Léa s'étirèrent bien au-delà de la mesure du temps. Le silence devient une matière palpable. Il envahit les pièces, s'incruste dans le mobilier. Il m'escortait dans le métro jusqu'à mon bureau, s'asseyait à mes côtés lors du trajet retour, et m'attendait fidèlement lorsque je tournais la clé dans la serrure de mon appartement. Le studio sous les toits était devenu un tombeau. Je ne cherchais pas à la joindre. Non par manque d'envie, j'empoignai mon téléphone des dizaines de fois, tapai de longs messages désespérés, pour finalement les effacer un par un. Chaque mot rédigé prenait l'apparence d'une pression insoutenable, d'une exigence formulée avant qu'elle ne soit prête à y répondre. Après le naufrage de Saint-Germain, la dernière chose que je souhaitais était de la coincer de nouveau. Alors, je pris mon mal en patience. Je mimais la chorégraphie du quotidien, le travail, le métro, dîner debout contre le comptoir de la cuisine, car s'asseoir seul à la table aurait été une capitulation que je refusais d'acter. Un soir, j'appelai mon frère, tenant le crachoir pendant 40 minutes sur des banalités, juste pour entendre le grain d'une voix familière, incapable d'expliquer l'origine de mon spleen. À la fin, il me demanda si j'allais bien. Juste de la fatigue, mentis-je. Il n'insista pas, mais son incrédulité traversait les ondes. Ce fut un autre soir, bien plus tard, que mon téléphone s'illumina. Pas d'appel, un simple message, quelques mots. On peut se parler? Je le lus 2 fois. Mon instinct animal me hurlait de l'appeler dans la seconde. Je posai l'appareil, pris une grande inspiration, et tapai, quand tu seras prête. Sa réponse fusa, je suis en bas. J'ouvris la porte de mon palier, et elle apparut dans la lumière blafarde du couloir. Rien dans son apparence n'avait été pensé pour séduire. Ses cheveux cuivrés étaient noués à la va-vite, ce geste machinal que l'on fait lorsque le miroir n'est plus une priorité. Elle flottait dans une veste trop large, par-dessus des vêtements d'intérieur, comme si elle venait de passer des heures prostrée sur son propre canapé. Aucune armure. Aucune mise en scène. Juste Léa, sur le seuil de mon antre, le visage empreint de cette résolution grave de celle qui a cheminé longuement avant de trancher. « Salut », dit-elle. « Salut », répondis-je. « Tu veux entrer ?» Je m'effaçai pour lui libérer le passage. Elle pénétra dans le studio, s'arrêta au beau milieu de la pièce, absorbant l'espace qu'elle connaissait par cœur. Je ne redoutais pas ce silence. J'avais passé des semaines à courir trop vite ou à rester figée. Cette fois, je me calquerais sur son rythme. J'ai rompu avec Hugo, lâcha-t-elle. Je ne répondis pas immédiatement. J'attendais. Hier soir, reprit-elle. Je suis allée le voir. J'ai essayé de m'expliquer sans tout dévoiler, mais il avait déjà saisi l'essentiel. Il m'a dit qu'il avait compris à la brasserie. Il a fait preuve d'une élégance bien supérieure à ce que je méritais. Pour être honnête. Il m'a dit qu'il voyait bien que mon esprit voguait ailleurs. Elle marqua une pause.
Il n'avait pas tort. Je suis désolé, dis-je. Je ne voulais pas que cela se produise avec une telle brutalité. Je sais bien. Elle plongea ses yeux dans les miens. Et c'est justement ce qui m'a rendue folle. Tu n'as pas agi par malveillance. Tu as simplement énoncé une vérité brute. J'ai passé 6 ans à te voir faire exactement cela. Être là, entier. Honnête. Être le roc. Et j'ai continué à classer cette dévotion dans le tiroir étiqueté, c'est juste sa nature. Je me persuadais que ça n'avait aucune signification particulière pour nous deux. Elle s'interrompit, baissa les yeux vers les lattes du parquet, puis les releva. Je me suis menti à moi-même, souffla-t-elle. Pendant très longtemps. Quelque chose de lourd s'évapora dans le studio mansardé. Pas de manière théâtrale, aucune musique de fond pour souligner l'instant. Ce fut intime, ténu. La sensation exquise de 2 voyageurs égarés qui, après avoir tourné autour du même sommet par des versants opposés, se retrouvent enfin à l'apogée. Depuis quand, demandai-je. Elle laissa échapper un soupir qui ressemblait à un rire brisé. Te souviens-tu de ce fameux voyage? Celui où tu refusais d'obéir au GPS? Tu n'es pas sérieuse. Je n'ai cessé de repenser à la façon dont tu as éclaté de rire quand nous avons enfin retrouvé la bonne route. Comme si ces 2 heures perdues en valaient la peine, simplement parce que la destination finale nous attendait toujours. Elle secoua la tête. Je me suis forcée à croire que ce n'était rien. J'étais passé maître dans l'art de me convaincre que nos moments n'étaient rien. Je songeais à toutes ces fois où j'avais commis la même infamie. À chaque frisson que j'avais étouffé sous l'appellation confortable de « camaraderie », car l'alternative véritable m'exposait à un péril mortel. J'étais terrifié, avouai-je. De me tromper, de parler pour découvrir que tu ne partageais pas mon vertige, et de perdre l'unique certitude lumineuse de ma vie. J'étais paralysé par la même terreur, répondit-elle. Alors nous avons attendu. Nous nous sommes dévisagés jusqu'à ce que tu sois suffisamment ivre pour cracher la vérité par accident. Elle plaqua ses mains sur son visage. Je n'arrive pas à croire que ce soit véritablement ainsi que notre histoire bascule. Je ris. Elle rit avec moi, et l'étau qui m'écrasait la poitrine depuis des semaines vola en éclats. Nos rires s'amenuisèrent peu à peu pour laisser place à une douceur infinie. Le vertige s'était dissipé, remplacé par l'assise rassurante de la terre ferme après une longue traversée en mer agitée. J'ai toujours peur, murmura-t-elle. Je veux être claire à ce sujet. C'est un territoire inconnu. Si nous échouons, nous détruisons tout ce que nous avons bâti. Oui. Je le sais. Je fis un pas vers elle. J'ai retourné cette peur dans mon esprit sous toutes ses coutures, plus de fois que je ne pourrais le compter. Et à chaque fois, la conclusion reste invariable. Je préfère affronter l'abîme à tes côtés plutôt que de passer les 60 prochaines années de ma vie à observer de l'extérieur une maison dans laquelle je vis déjà. Elle garda le silence. Un silence d'une densité rare. Celui où l'on sent l'autre peser le choix entre la vérité absolue et le refuge tiède de la sécurité. Elle choisit la vérité. Je n'ai jamais cessé, avoua-t-elle. Même quand je m'efforçais de le faire. Je franchis la distance qui nous séparait. Elle ne recula pas. Je pris ses mains dans les miennes, avec une lenteur religieuse. Aucune précipitation. La gestuelle de celui qui a enfin compris que le temps lui appartient, qu'il n'est plus nécessaire de tout dévorer dans l'urgence. Elle regarda nos doigts entrelacés, puis leva ses yeux vers les miens. Alors, que fait-on maintenant? Demanda-t-elle. Nous arrêtons de faire semblant, répondis-je. Et nous commençons. Et je l'embrassai. Ce ne fut pas précipité. Ce ne fut pas le baiser d'un barrage qui cède sous la pression accumulée de la frustration. Ce fut un geste ancré, majestueux, le baiser de 2 âmes qui savent exactement où elles se trouvent et qui n'éprouvent plus le moindre désir d'être ailleurs. Elle s'y abandonna corps et âme, et je sentis son souffle se libérer, long et chaud, une expiration qu'elle semblait avoir tenue depuis bien plus longtemps que nous ne voulions l'admettre. Lorsque nous nous séparâmes à regret, elle posa son front contre le mien. Par-delà les toits de zinc, Paris reprenait ses droits, indifférente, frénétique, aveugle.
Mais entre les murs de ce studio sous les toits de Montmartre, un secret qui avait nécessité 6 ans d'attente et une confession hasardeuse pour éclore avait finalement trouvé sa lumière. Et aucun de nous n'avait la moindre intention de retourner dans l'ombre.